vous apprêtiez à faire le grand saut et à partir vivre à l'étranger ou que vous soyez déjà installé hors de France, vous vous êtes forcément déjà posé la question, il se passe quoi si j'ai un pépin de santé ? Le système des assurances santé aux États-Unis, c'est assez connu, c'est cher. Mais une fois qu'on a dit ça, il reste quand même tout un tas de nuances assez importantes à prendre en compte afin de bien connaître et de prendre en fait des décisions éclairées afin de se protéger ainsi que nos proches. Alors ce mois-ci, je suis ravie d'accueillir Eric Tauby, CEO et fondateur de la société Agora Expat, une société qui soutient French Expat. Merci. Ensemble, on va tâcher de répondre à toutes vos questions. Bonjour Eric et bienvenue dans French Expat. Bonjour Anne-Fleur, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Eric, vous vivez vous-même aux États-Unis depuis près de 20 ans, il me semble, c'est ça ? Oui, un peu plus de 20 ans. Ça a été au départ, ma première expérience avec les États-Unis, ça fait quelques années maintenant, 93, où je suis arrivé à New York en étudiant dans le cadre de mon parcours d'études internationales. J'y ai passé quelques mois, 6 mois à New York et par la suite, j'ai eu l'occasion de revenir à Washington en 98, où j'ai passé 4 ans, de 98 à 2002, 2 ans au Mexique et de retour à New York depuis 2004. Donc si on fait l'addition, ça fait quelques années quand même. Ouais, ça fait quelques années quand même. Donc l'expatriation, la vie à l'étranger, vous connaissez. Je le disais en introduction, vous avez cofondé ou fondé Agora Expat. Agora Expat, c'est une société donc française indépendante qui est spécialisée dans la distribution de solutions d'assurance santé et de prévoyance qui sont dédiées donc à une clientèle internationale expatriée, donc pas que des Français. Est-ce que votre entreprise, c'est la réponse en fait à un service auquel vous auriez aimé avoir accès en tant que Français établi hors de France ? Alors quand je suis arrivé justement aux États-Unis, j'étais étudiant. Ouais. Donc j'étais sans doute un peu plus inconscient qu'aujourd'hui déjà d'une part, donc j'avais pas forcément les mêmes préoccupations. On n'a pas non plus les mêmes budgets, mais souvent quand on est étudiant, et je suis souvent interrogé justement par des jeunes Français qui arrivent aux États-Unis, l'avantage c'est qu'il y a quand même dans le cadre des visas, si on parle spécifiquement des États-Unis, les visas étudiants sont un peu packagés en quelque sorte et permettent d'avoir déjà une assurance. Donc c'est un sujet sur lequel les étudiants ne se posent pas forcément la question au départ. Mais pour répondre à la question, si je prends mon expérience, moi je suis arrivé, je ne connaissais rien des États-Unis. Quand je suis arrivé en tant qu'étudiant, c'était la première fois que je posais le pied aux États-Unis. Donc on découvre tout. Et on découvre tout. Alors, si on n'a pas de problème de santé, on arrive et on repart. On se dit, voilà. C'est pas si pire. Voilà. Mais effectivement, c'est mieux de bien se préparer. Ça évite les écueils et ça évite de faire un grand saut dans l'inconnu parce on est étudiant en général. On peut arriver, on n'a pas de problème de santé. C'est la généralité des cas. Mais on peut être étudiant, on peut être jeune et avoir des traitements de fond, un suivi nécessaire, et on n'a pas envie, en plus de ces études, et de découvrir, on est en pleine découverte, donc si en plus on découvre les inconvénients des problématiques de santé, c'est pas la meilleure façon de vivre les États-Unis, si je puis dire, quand on les découvre. L'assurance santé, justement, donc on va en parler, on va rentrer dans le vif du sujet. Aux États-Unis, ça peut être un vrai casse-tête, ou de manière générale d'ailleurs, quand on n'est pas complètement préparé, ou tout simplement parce qu'on ne connaît pas bien le système. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a plus d'outils qu'il y a 25 ans pour se renseigner. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les grandes spécificités finalement du système d'assurance santé américain qu'il est impératif de connaître ? Oui, alors, ce qui est assez simple, la comparaison est simple, si je puis dire, puisque si on compare le système français du système américain, on a un système français qui est basé sur un système d'assurance universelle, on a un système d'assurance publique en France, donc du coup, et on a un système d'assurance de prise en charge directe des soins avec un reste à charge très peu important. Donc ça c'est le système tel que la plupart des Français, quand ils arrivent aux États-Unis, connaissent. Quand on arrive aux États-Unis, le système est très différent puisqu'il est inspiré d'un système beaucoup plus anglo-saxon, si je puis dire. Il y a énormément de différences, il y a énormément, on va parler, on y abordera peut-être le sujet après, mais on a un système complexe puisque il y a beaucoup d'acteurs dans la santé. C'est un système privé,
on a différents niveaux de réseau de soins, les systèmes ne sont pas les mêmes d'un État à l'autre. Donc j'ai souvent tendance à dire, au-delà de la santé, ce sont les États-Unis d'Amérique, mais il y a quand même 50 États. Donc on peut avoir parfois 50 règles différentes. Bon, ce n'est pas le cas pour la santé, mais on a quand même beaucoup de règles différentes. Et surtout, et c'est le problème majeur, c'est qu'on est sur un marché qui est le plus cher du monde. Parce que si on a un marché qui est complexe, mais qui n'est pas cher, ça laisse plus de marge d'erreur possible. Parce que si on se trompe, ça a moins de conséquences. Par contre, si le marché est cher, si on se trompe, malheureusement, ça ne pardonne pas parce qu'on est sur des coûts prohibitifs. Eh ben justement, parlons un petit peu des coûts. J'ai ouvert la boîte à questions de French Expat à nos auditeurs sur Instagram. Et j'ai une auditrice qui me faisait part d'une facture surprise. Une facture de l'ordre de presque $200,000 alors qu'elle était assurée. Comment est-ce que c'est possible, en fait, finalement, ces choses-là? Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on est sur le marché le plus cher au monde. Dans les conseils qu'on donne, parce que on a le choix de l'assurance, on y reviendra tout à l'heure, les différents systèmes qui existent, comment sont assurées les personnes. Parfois, on a l'assurance de son employeur, parfois, il faut chercher soi-même son assurance, parfois, on est sur un système d'assurance publique. Donc ça, c'est en gros les 3 systèmes. Mais un des gros conseils, et nous, on sensibilise énormément nos assurés sur ce point-là, parce qu'il faut que la relation soit gagnante-gagnante entre le médecin, l'assuré et l'assureur. Et souvent, les intérêts des uns et des autres ne sont pas concomitants. En fait, pour revenir à la question, la facture, la première chose que moi je conseille aux clients quand on reçoit une facture, alors si on peut, c'est avant même de la facture, ne pas hésiter au niveau de son médecin à poser la question combien ça va me coûter ou combien ça va coûter à mon assureur. Parce que le système est très, très, très opaque et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires et chacun y trouve son compte. Parfois, on a même des sociétés aux États-Unis, ce qui n'existe pas du tout en France. On a ce qu'on appelle des third-party agreements, qui sont des intermédiaires qui ont pour rôle unique de faire ce qu'on appelle du cost containment, c'est-à-dire en fait d'optimiser le coût de la facture, et sont des intermédiaires que les compagnies d'assurance utilisent pour négocier le tarif entre l'hôpital et l'assurance. Et ces intermédiaires vont prendre un pourcentage qui est leur rémunération, parce qu'ils vont dire, vous, monsieur le docteur X ou monsieur hôpital Intel, vous avez une facture de 100, non, nous, on va négocier la facture à 50, et c'est ce que l'assureur va payer. Donc il y a un système de négociation, on a l'impression d'être dans un marché, et puis faire un bon deal parce qu'on a acheté... entre le produit de départ... C'est ça, c'est très désarmant. C'est absolument désarmant. Donc, il ne faut pas hésiter. Il y a des lois dans certains États qui viennent d'apparaître, qui s'appellent, je prends le cas de New York par exemple, qui s'appelle Non-Surprise Bill, donc en fait, qui sont censés protéger le consommateur en disant, pas de bill surprise, pas des... De facture. Mais ça arrive, et les montants... En fait, je vais vous donner une anecdote tout à l'heure, ce qui est hallucinante, mais... vous avez une facture, admettons, et parfois pour des choses qui sont, je ne vais pas dire courantes, mais qui n'entraînent pas de complications particulières. Vous tombez, vous cassez un bras, par exemple, on vous opère, ça va tout de suite être $50,000. J'ai vu des appendicites dans New Jersey, hôpital d'Hackensack, facturer $70,000 parce que la personne a passé une nuit à l'hôpital pour se faire enlever l'appendice. Et ce qu'il faut faire, c'est demander combien ça coûte et surtout analyser la facture. Dans les factures, c'est très compliqué si on ne s'y connaît pas, mais vous pouvez avoir différentes lignes. En fait, il y a ce qu'on appelle des CPT codes, qui sont des codes spécifiques à destination de l'assureur. C'est-à-dire que quand l'assureur reçoit la facture, il sait ce que ça veut dire. Et sur la facture de 100 000 dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, parfois, vous trouvez des lignes qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Parce que ici... la plupart des médecins font de ce qu'on appelle de la médecine défensive. Donc, vous avez mal au bout du doigt. Enfin, je caricature, mais j'y suis. Ça aide à comprendre. Vous avez mal au bout du doigt. On va vous prescrire. C'est tout juste si on vous prescrit pas un IRM de la main, un scanner, une radio, etc., pour voir si c'est pas autre chose, etc. Parce que les médecins n'ont pas envie que le patient
si on lui découvre autre chose que ce qui a été diagnostiqué, se retourne contre justement le médecin en lui disant « Ah, vous m'avez pas diagnostiqué la maladie, du coup, j'ai pas reçu le bon traitement » et ensuite, ça entraîne des procès. Donc, tout ça mis bout à bout font que les médecins disent « Ah bah, vaut mieux que je prescrive plus de choses qu'il y a lieu d'être » et ça augmente les coûts. Je pense qu'on a des auditeurs qui ont dû voir, vous faites aller un bilan de santé et vous recevez la facture du labo pour 3 000, 4 000, 5 000 dollars parce qu'on vous a mesuré, on a ouvert le labo quoi, pour vous et puis on a fait tous les tests possibles. Ce qu'on m'a dit, c'est toujours appeler l'hôpital ou le service de facturation quand la facture est un peu surprenante. Rien que de poser des questions, généralement, on enlève 10-15%. Oui, absolument. Il ne faut pas hésiter, c'est important. Vous avez tout à fait le droit, en tant que patient, de dire pourquoi vous me faites telle prescription, quels vont être le coût. Je vous prends des exemples qui sont très coûteux parfois. J'ai un client, il s'est tordu la cheville. Enfin, il s'est tordu la cheville. Il avait un problème à la cheville. Il ne savait pas s'il y avait quelque chose de cassé ou si c'était une entorse, une élongation de ligament, etc., etc. Donc, il va voir son médecin. Le médecin, il lui prescrit une radio. Et parfois, on a des médecins qui prescrivent des IRM directs. Alors que l'IRM, il n'y a pas forcément lieu de le prescrire. Un IRM, parfois, les tarifs sont hallucinants. Vous pouvez avoir des IRM facturés à l'assureur jusqu'à 5 ou 6 000 dollars. On négocie, etc., mais peu importe. Alors que quand vous payez vous-même, ce qui arrive, ce qu'on appelle du self-pay, donc là, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'intermédiaire, le médecin ou l'hôpital ou sont payés directement, donc ils ont tendance à diminuer les prix. Et en l'occurrence, au lieu de payer 5 000, là, on avait un IRM à 600 dollars. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter parce qu'au final, même si vous êtes sur des assurances qui couvrent à 100%, donc ce qui est un souci de moins pour vous, mais il y a toujours quelqu'un au bout de la chaîne qui paye. Et en général, c'est le consommateur. Donc la nécessité d'être bien couvert. D'être bien couvert, absolument. Alors, il y a des choses qui protègent, mais c'est vrai que c'est un problème. Il faut bien regarder, il faut décortiquer. C'est un travail parfois à part entière, en fait. Alors, il y a deux grands types de couverture santé, HMO et PPO, HMO et PPO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, en fait, en quoi ça consiste ? Alors, il y a effectivement, si je résume, on va avoir trois catégories, trois situations. On va avoir, je vais prendre le cas du français ou de nos auditeurs francophones, soit ils ont l'assurance par leur employeur. US. S'ils ont l'assurance par leur employeur US, la plupart du temps, effectivement, ils sont sur un contrat local et ils vont avoir des contrats avec soit des HMO, PPO, EPO, ceux dont on parlait. Soit ils n'ont pas d'assurance par leur employeur, donc du coup, ils sont sur une assurance privée qui peut être une assurance américaine, donc pareil, HMO, PPO, on va y revenir tout à l'heure, ou soit ils ont une assurance internationale. Donc ce qu'on appelle international, c'est assureur français, modèle français, couverture 100%. Donc là, il y a moins de soucis de savoir si c'est HMO, PPO, EPO. Et puis troisième cas de figure, ils sont sur un système, alors ça concerne il faut être résident aux États-Unis, il faut, dans certains cas, avoir travaillé un certain nombre d'années. Il y a les systèmes qu'on appelle publics qui existent quand même, qui sont Medicare, qui sont une fois qu'on a atteint l'âge de la retraite, et Medicaid, qui sont un système subventionné. Qui est basé sur les revenus ? Voilà, en fonction des revenus, absolument. Et HMO, PPO ou autres, en fait, pour répondre à la question, en fait, ce sont justement... alors, sans rentrer dans le détail de chaque sigle, parce que les Américains aiment bien utiliser les sigles, mais HMO, ça veut dire Health Medical Organization, PPO, c'est Participating Provider Organization. Bon, bref, en fait, ce sont des catégories de réseaux dans lesquels, en fonction de votre type d'assurance, on va pouvoir vous dire, bon, bah, par exemple, vous êtes sur un HMO plan, donc je simplifie la compréhension, mais ça vous oblige à rester dans le réseau de l'assureur. Alors ça, c'est aussi un aspect à prendre en compte parce qu'on n'a pas ce problème en France, mais ici aux États-Unis, imaginons que vous êtes chez l'assureur, je vais prendre un nom, Aetna par exemple, et que vous avez un HMO plan, eh bien on va vous dire, il faut que votre médecin fasse partie du réseau. C'est ça, le in-network et out-of-network, c'est une distinction importante à connaître. Absolument. In-network, c'est dans le réseau.
Et out of network, c'est si votre médecin, la première chose que le médecin, de toute façon, que vous allez voir, va vous demander, c'est quelle assurance vous avez. Vous êtes certain que vous allez le payer. Donc, et vous allez montrer votre carte si vous avez une assurance. Et le médecin va vous dire, ah bah oui, c'est bon, je suis dans le réseau. Ou sinon, il dit, non, moi, je ne prends pas cette assurance. Donc là, vous vous retrouvez, si c'est le cas, out of network. Et si, selon le type de contrat que vous avez, si vous êtes en out of network, parfois, votre assurance ne couvre pas du tout. Et parfois, votre assurance va vous dire, OK, on couvre, mais pas dans les mêmes conditions que si vous étiez in-network. Tout ça parce que les tarifs ne sont pas négociés. Je reviens un petit peu en arrière sur ce qu'on disait tout à l'heure, ne sont pas négociés de la même façon entre l'assureur et ce qu'on appelle le provider. Alors, si on continue un petit peu sur le lexique, qui peut être un peu complexe et impressionnant quand on découvre comment ça marche. On a parlé donc des différents types de plans, on a parlé de cette histoire de réseau. Il y a aussi en fait une histoire de deductible, donc un montant à atteindre, dont je vais vous laisser nous expliquer, de co-payment et un montant out of pocket. Je pense que ces trois, on peut les expliquer ensemble parce qu'ils sont dépendants finalement les uns des autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Exact, Anne-Fleur. Donc, comme si la situation n'était pas assez compliquée, on a rajouté des termes, c'est normal. On a parlé effectivement des in-network, out-of-network. En fait, si on doit résumer, quand vous analysez un produit local, américain, à la fois de votre produit proposé par l'employeur ou un produit que vous avez été vous-même chercher, vous allez effectivement retrouver 4 concepts. Le déductible, Anne-Fleur vous en parliez, le déductible, le co-insurance, le co-payment et le out-of-pocket. Pour expliquer, le déductible, en fait, co-payment, co-insurance, pour simplifier, c'est le reste à charge. C'est-à-dire, en fait, on va vous dire dans le contrat, voilà votre participation. Parce que sur les contrats américains, vous avez une partie remboursée par l'assureur, mais vous avez toujours une participation. Le déductible, c'est une franchise, en fait, comme par exemple, je fais le parallèle avec une assurance automobile où on vous dit la franchise est de 500. Donc, si vous avez un accident, les 500 premiers euros ou dollars vont être à votre charge et ensuite l'assureur intervient. Là, c'est pareil, vous allez avoir un déductible. Généralement, il va s'appliquer sur l'hospitalisation. Et plus votre déductible est élevé, moins votre prime est élevée, mais plus votre reste à charge est élevé. Donc, vous avez certains contrats d'assurance où vous pouvez avoir des déductibles à 5 000, 6 000, 7 000 et plus. Donc, ça, c'est ce que vous allez commencer à payer avant que l'assurance intervienne. Ensuite, après, vous avez ce qu'on appelle les co-payment ou co-insurance. Alors, le co-payment, en fait, c'est une sorte de mini-déductible. Ça s'applique plus spécifiquement sur ce qu'on appelle le outpatient ou la médecine courante, donc visite médicale, par exemple. Et vous allez avoir un co-payment de $30, $40, $50, selon que vous alliez voir un généraliste, spécialiste. Donc, c'est ce que vous allez payer. Et ensuite, si par exemple la consultation du médecin, c'est $300, que vous avez un co-payment de 30, vous payez 30 et l'assureur rembourse le reste. Prends le reste, ok. Voilà. La co-insurance, c'est un peu plus compliqué. La co-insurance, pour simplifier, si on prend les contrats américains, en général, les acteurs de l'assurance ont appelé leur plan, ils ont choisi des couleurs métalliques. Vous allez retrouver des plans type bronze, silver, gold, platinum. Donc, plus vous montez, moins les déductibles co-payment, co-insurance sont élevés, mais plus votre prime va l'être, à l'inverse. Et la co-insurance, pour simplifier, les plans bronze, en général, vous avez 40% de co-insurance, les plans silver, c'est 30%, les plans gold, c'est 20%, les plans platinum, c'est 0 ou 10%, je simplifie. Et ça, pareil, ça vous indique le taux de participation de votre compagnie d'assurance, ou à l'inverse, votre taux à vous. Parce que quand vous avez une co-insurance de 40%, ça veut dire que vous avez 40% des frais à charge et l'assureur 60% pour lui. Donc ça, c'est les plans bronze les moins chers, mais les moins généreux en termes de remboursement. D'accord. Je prends juste un exemple. Imaginons, vous avez une hospitalisation de 50 000, vous avez un déductible de 5 000 et une co-insurance de 40%, par exemple. Là, sur 50 000, il y a donc 5 000 à votre charge, puisque c'est votre déductible. L'assureur intervient sur les 45 000 restants, mais il va intervenir à hauteur de 60%. Donc, vous allez encore avoir les 40% de 45 000 à votre charge. Donc, si vous faites 5 000 plus 40% de 45 000, l'addition commence à être lourde. Tout ça, c'est plafonné
par le out of pocket, qui est comme son nom l'indique, le out of pocket, c'est ce qui sort de votre poche. Et en général, on va mettre maximum out of pocket, donc le maximum qui va sortir de votre poche. En général, il est indiqué par an. Donc, c'est le cumul de vous, tout ce que vous avez sorti. Si par exemple, vous êtes allé 10 fois chez le médecin et vous avez payé $30 à chaque fois, ça vous fait $300. Si vous avez une hospitalisation, ça vous a coûté 5 000 à votre charge, c'est encore dans le out of pocket. Et tout ça, tout se cumule et plafonné. Donc, le plus important quand vous regardez le contrat, finalement, c'est de regarder quel est votre maximum out of pocket. Parce que c'est worst case scénario, comme on dit, scénario du pire. S'il m'arrive un pépin, une hospitalisation, une grosse dépense médicale, combien ça me coûte? Et c'est ça, c'est le maximum out of pocket. Une fois que vous l'avez atteint, au-delà du maximum out of pocket, là, vous êtes à 100%. Eh bien, dis donc, il faut s'accrocher, hein. J'espère que je n'ai pas perdu les auditeurs au fur et à mesure qu'on se parle. Une autre question qu'on m'a pas mal posée, c'est finalement en termes de provider, donc en fait du personnel médical qui offre les soins. On a le PCP, on a le GP, on a le NP. Donc il y en a qui sont docteurs, il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont infirmiers. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment ça marche? Oui, alors le PCP, c'est le Primary Care Provider. C'est en fait votre médecin si je fais la transposition avec le système français, ça serait votre médecin généraliste, par exemple. Et ensuite, vous avez des médecins spécialistes. Alors, je ne rentre pas encore une fois dans tous les cycles parce qu'il y en a beaucoup, mais pour simplifier, vous avez... alors, je fais le parallèle avec les réseaux, en fait, toute la chaîne de compréhension. Vous avez les réseaux et le type d'assurance que vous avez. Par exemple, si vous êtes sur un plan d'assurance HMO, vous avez une contrainte de réseau, donc de rester dans le réseau de votre assureur. Donc, il faut bien vérifier que votre assureur, il a un réseau suffisamment large, parce que si vous avez envie de consulter et qu'on vous dit « Ah, mais le médecin le plus proche, il est à 50 km », ça peut être un inconvénient. Et même parfois, vous avez des réseaux qui sont valables. Alors, je prends le cas, si vous êtes dans le Tri-State Area de New York, par exemple, vous pouvez être entre New York, New Jersey, Connecticut, et votre assureur, parce que vous habitez New Jersey, il vous couvre que dans New Jersey, mais pas dans New York, par exemple. Donc tout ça, il faut faire attention. Et pour revenir au système de réseau, admettons le Primary Care Physician, quand vous êtes sur un plan HMO, l'assureur vous dit, pour aller voir un spécialiste, il faut que vous ayez un referral. Donc, il faut que vous ayez... Alors, en France, le système commence à se mettre en place, mais ça veut dire qu'il faut d'abord que vous alliez voir votre médecin généraliste qui va vous faire une prescription. C'est comme une ordonnance, en fait, pour dire qu'on peut aller voir un spécialiste, quoi. Pour aller voir un spécialiste. Ça, c'est la contrainte des HMO plans. Sur un PPO plan, vous n'avez pas cette contrainte. Donc, après, tout dépend souvent, nous, ce qu'on conseille, c'est quel est le niveau de souplesse que vous souhaitez avoir dans votre contrat. On a des assurés qui disent non, mais moi, je ne veux pas m'embêter. Je veux avoir la liberté entière de pouvoir consulter qui je veux. Donc, du coup, ça a un coût également, mais voilà. Donc, il faut faire attention à cet aspect-là. C'est important de regarder aussi. Une dernière question que je voulais vous poser de la part de nos auditeurs et auditrices. Vous l'avez dit, on peut obtenir finalement cette assurance par nos propres moyens, donc y souscrire nous-mêmes. Mais c'est vrai que c'est très très souvent proposé aussi par l'employeur. Enfin, ça dépend des emplois, bien sûr, aux États-Unis. Une question, c'est donc une auditrice qui reçoit une offre d'emploi. Et cette offre dit « This position is eligible to comprehensive health, dental and vision plan ». Donc, cette position est éligible pour une couverture santé, dentaire et vision. Et donc, sa question, c'est est-ce qu'en fait, ça se négocie ou est-ce que c'est quelque chose de fixe pour toute l'entreprise? En fait, c'est vrai, on est beaucoup sollicité par rapport à ça parce qu'effectivement, pour attirer des talents, aujourd'hui, vu le coût de la santé aux États-Unis, ça fait partie du package, en fait, de l'offre. Et l'obligation qu'a l'employeur, elle existe uniquement, enfin ça c'est une obligation légale, c'est s'il a plus de 50 employés. S'il a moins de 50 employés, c'est à son bon vouloir de proposer ou pas la couverture. Quand il a plus de 50 employés, il doit le proposer à l'ensemble de ses employés. Il ne doit pas y avoir de discrimination également dans la proposition,
Mais l'employé, en général, alors là, c'est l'assureur qui va l'employeur qui va décider si le plan d'assurance coûte 100, est-ce qu'il participe en totalité? Est-ce qu'il participe? Alors, s'il participe, c'est 50% plus 1 au moins, mais il peut participer qu'à la moitié, grosso modo, de la prime d'assurance, ou à 100%, ou à 80%. Sur la question, en fait, vous avez, dans l'offre, vous avez, on vous donne la garantie d'assurance. En général, l'employeur a déjà son package mis en place qu'il a négocié avec, alors parfois une seule compagnie, parfois 2 compagnies, mais il va donner un choix qui peut être plus ou moins large. Il n'y aura pas la négociation, pour revenir à la question, si le package est déjà en cours, vous allez négocier peut-être des avantages sur le niveau de votre rémunération, mais en gros, il sera fixe pour l'ensemble des salariés. Donc, cette partie-là, elle n'est pas toujours négociable en soi. C'est comme la partie retraite. C'est un plan entreprise, quoi. Ouais, 401k, la majoration du plan lui-même, elle est set-up, elle est mise en place pour l'ensemble des employés. Donc, cette partie-là, elle n'est pas forcément négociable, mais par contre, vous, à titre individuel, quand vous avez le choix, généralement, c'est le cas, on vous dit, tiens, on participe à telle hauteur, et vous avez le choix entre 2 ou 3 plans différents. Et c'est vous, en tant qu'employé, qui allez choisir le plan, quand on vous donne, parfois il n'y a pas le choix, mais si vous avez le choix, et là, par contre, peut-être que votre participation, qui est une retenue sur salaire, en général, si l'employeur ne participe pas à 100%, va être plus ou moins élevée si vous prenez tel ou tel plan. D'accord. C'est très clair. Merci beaucoup. Au final, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que Agora Expat, justement, accompagne les expatriés, les Français, et d'ailleurs pas que les Français, je crois, vous êtes ouvert à l'international, vous avez pas mal d'Européens, d'autres pays qui font appel à vos services. Donc comment est-ce que vous les accompagnez finalement dans ces challenges de s'assurer qu'on est bien protégé? Alors, pour revenir en fait à toute la conversation depuis le départ, parce que vous avez, j'espère en tout cas que cet échange a permis d'apporter des réponses, mais s'il y a encore des questions, n'hésitez pas à nous conseiller, parce que nous, notre cheval de bataille, c'est effectivement d'essayer de conseiller au mieux les personnes, puisqu'on sait que la situation, quand ils arrivent aux États-Unis, en plus, elle peut évoluer. Donc, c'est important de souscrire une assurance santé avant d'arriver aux États-Unis, si on n'est pas déjà aux États-Unis, parce qu'il y a, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de système de sécurité sociale, même si, comme je disais, on a 60% des Américains ou des gens qui arrivent ont l'assurance par leur employeur. Mais c'est important, même si c'est offert par l'employeur, de se renseigner sur comment ça fonctionne. Nous, on va aider à bien comprendre les différentes options qui sont fournies, à la fois par l'employeur ou même si vous devez passer en assurance individuelle, parce que vous aurez le choix, si vous êtes en assurance individuelle, de passer par le système américain ou le système, on va dire, international, français ou autre. Et quand vous êtes sur le système américain, vous avez les marketplaces individuels, donc chaque État a son marketplace. Et sur les assurances santé internationales, ça dépend des assureurs. Et ça, nous, en tant que courtier, c'est là où on peut vous aider à choisir la meilleure solution, parce que on va se poser les questions. Quelle est votre situation? Est-ce que dans quel état vous allez être? Est-ce que vous êtes célibataire, en famille? Quel âge vous avez? Quels sont vos besoins? Il y a toutes ces questions qui sont importantes à poser, et nous, on va déjà répondre à vos questions, vous aider, vous guider, vous suivre, et on est présent sur place. Donc, on a énormément de clients, et notre métier, c'est pas juste vendre un contrat d'assurance, parce que, on le disait au tout début, j'ai beaucoup de clients qui parfois nous envoient des factures et me disent Eric, regarde, j'ai reçu ça, explique-moi, je comprends pas rien à la facture. Je refais la boucle sur l'anecdote dont je vous parlais de l'appendicite, facture de $68,000. Je me souviens encore du montant exact, $68,110 et 16 centimes. Je commence à regarder, il y avait une vingtaine de lignes, il n'y avait aucune des lignes sur lesquelles il y avait 16 centimes. D'où les 16 centimes. Et en faisant l'addition des lignes, il manquait $20,000. Alors, pas en faveur du client, je vous rassure. Donc voilà, moi, je sais que je parle en mon nom parce que ça fait 20 ans que je suis là, mais j'ai vu tellement de choses que
derrière, si vous n'êtes pas un professionnel de la santé sur un marché qui est excessivement cher, on peut avoir des grosses surprises. Et il faut se battre, et c'est du temps. J'imagine tout à chacun ici qui est aux États-Unis, ça vous est arrivé de recevoir une facture, vous essayez de comprendre, vous appelez le service de l'hôpital, personne est capable de vous expliquer la facture et vous avez passé 3 heures au téléphone avant d'avoir quelqu'un. Et quand bien même on vous répond, c'est pas satisfaisant. Donc c'est vraiment, ça consomme beaucoup de temps. Ouais. Et l'idée principale du courtier, c'est de gagner du temps. Avoir du conseil et gagner du temps. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. J'ajouterai donc le lien vers votre site internet dans la description de cet épisode. Si vous voulez aller jeter un œil au service d'Agora Expat ou rentrer en contact directement avec eux. Pour terminer, est-ce qu'il y a, je sais pas, un conseil que vous donneriez à quelqu'un justement qui envisage de s'expatrier aux États-Unis en ce qui concerne son assurance santé? Un autre conseil, parce que du coup, on en a déjà donné quelques-uns. Alors, le conseil, c'est n'hésitez pas à solliciter des acteurs. Enfin, je parle pour ma paroisse, mais je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, nos services sont intégralement gratuits, parce que parfois, ça freine un peu les gens. Ils disent « Ah, ouais, je vais passer par un courtier, comment il se rémunère, il va passer du temps avec moi, etc. etc. » Nous, nos services sont gratuits. Parfois, on va vous donner le bon conseil, donc vous allez utiliser nos solutions. Et puis parfois ça fait partie du conseil. Vous allez peut-être, dans les solutions, choisir une autre piste. Et par contre... faire appel à notre bons souvenirs. Le jour où j'ai eu un client pas plus tard qu'hier qui me dit « Tiens Eric, je sais pas si tu te souviens de moi, je t'avais sollicité il y a quelques années, j'ai changé de job, je monte ma boîte, machin, etc. » Bon, c'est le retour du service qu'on donne, donc surtout n'hésitez pas. Mais le conseil principal que je peux donner, c'est si vous êtes en partance pour les États-Unis, budgétez déjà. Enfin, préparez-vous, parce que les États-Unis, c'est une destination qui est chère. Vous allez probablement vous occuper de votre visa, c'est souvent ce qui prend du temps, votre logement, etc. Votre emploi, ça c'est ce qui va vous donner votre visa, mais intégrez le facteur santé, parce que votre expatriation passe aussi par une bonne protection. Il n'y a rien de pire que d'avoir à se soucier d'un problème de santé et ensuite des coûts que ça génère. Donc soyez préparés, c'est un peu mon conseil. Et ben voilà un excellent conseil. Merci beaucoup Eric Tobie, je vous souhaite une excellente continuation. Si vous souhaitez donc venir poser vos questions, rendez-vous sur le post Instagram qui correspondra à cet épisode. On enverra toutes vos questions à Agora Expat. À bientôt. Merci Anne-Fleur, à bientôt.